et qui raconte cette histoire vraie du combat des Chagossiens, cette histoire vraie de la dernière colonie, du démantèlement de Maurice et cette manière qu'a eue la Grande-Bretagne et les États-Unis. C'est ça qui est assez fascinant, de refuser comme ça, de rendre l'archipel des Chagos au peuple déporté. Cette histoire vraie aussi de votre propre combat pendant des années, pendant plus de 10 ans, je crois, pour arriver à cette dernière résolution du tribunal international de La Haye. Alors, Philippe Sands, on a déjà eu le très grand plaisir de vous accueillir ici à Bibliotopia. Ce n'était pas pour parler de l'île Maurice, mais pour parler d'un sujet qui, a priori, vous était plus intime. Retour à Lemberg, le livre que vous avez publié il y a plusieurs années, cette enquête historique, personnelle, qui vous emmenait à Lemberg ou Lviv, c'est-à-dire ce lieu de Pologne, cette ville qui est le berceau de votre famille, cette ville qui a été, cette communauté juive qui a été largement attaquée par la Shoah, et vous racontiez non seulement le destin de votre famille, mais aussi, et c'est là où on trouve un lien avec la dernière colonie, la manière dont on pouvait juger ce qui avait eu lieu. Et notamment, vous parliez beaucoup du tribunal de Nuremberg. Philippe Sands, peut-être ma première question. Le thème de Bibliotopia cette année, c'est l'incertitude. Alors, en lisant votre livre, il y a deux choses qui sont frappantes. D'une part, la certitude des Chagossiens, et notamment de Lisby et Lisée, la certitude de leur combat, c'est-à-dire ce droit du retour auquel ils croient depuis 1973 jusqu'à 2022, et on imagine encore aujourd'hui. Et d'une part, l'incertitude de l'histoire, l'incertitude des temps, puisque vous retracez toute l'histoire de la décolonisation jusqu'à aujourd'hui, et on voit comment est-ce que l'Occident, comment est-ce que les lois, comment est-ce que les esprits se transforment dans un sens, dans l'autre. Est-ce que vous le diriez, vous aussi, comme ça? Oui, mais je peux commencer. D'abord, je veux commencer par remercier la Fondation Michalski pour nous inviter d'être ici, présenter, pour être assis avec vous ici, pour inviter Marie-Philomène et Guillaume, mes amis très proches. Et je peux commencer avec une bonne nouvelle pour tout le monde. Voilà, le 3 novembre 2022, le gouvernement britannique a annoncé un changement de position. Et elle a annoncé qu'elle va commencer des négociations avec l'île Maurice, en principe pour respecter les règles de droit, l'état de droit, et imaginer le retour des Chagossiens, y compris les Lesbianisés, et le rattachement de l'île Maurice, ou la reconnaissance du rattachement des îles Chagos à Maurice. Alors, d'un part, on arrive, j'espère, dans cette histoire, à la fin de l'incertitude, mais on ne sait jamais. Il y a une négociation, ça dure seulement depuis quelques petits mois, et on va voir, mais ça bouge et je suis quasi optimiste. J'aimerais dire que le changement de position, en fait, est lié, d'une façon ou d'une autre, à la publication du livre en Angleterre et en France en septembre 2022, 2 mois après le changement. Mais en fait, je pense que ce n'est pas du tout ça. Et il y a un lien entre les deux histoires et ce que vous racontez. La raison pour le changement, je pense, je n'ai pas les faits, mais c'est mon instinct, c'est l'Ukraine. Pourquoi l'Ukraine? Qu'est-ce que l'Ukraine a en relation avec cette histoire? Qu'est-ce que Lviv, la ville que je connais si bien, a en relation avec cette histoire? Les Britanniques s'accrochent fortement à l'expulsion des Russes de l'Ukraine, de l'occupation illégale de la Russie. Ils partent en Afrique, ils partent en Amérique du Sud, ils partent en Asie. Ils disent « aidez-nous à expulser les Russes de cette occupation illégale d'une grande partie de l'Ukraine. » Et les présidents et les premiers ministres et les ministres des Affaires étrangères disent « vraiment, vous, qui occupez une partie de l'Afrique de manière illégale,
vous pensez que vous pouvez nous demander à nous de vous aider? Non. Hypocrisie, double standard. Et je pense que c'est là où joue la réponse à votre question. Il y a, dans ce moment-là, c'est clair, un changement dans les équilibres du monde qui est en train d'avoir lieu. On ne sait pas exactement où ça va mener, mais là, nous vivons, je pense, une très grande incertitude. Mais c'est ce que vous racontez tout au long du livre, c'est-à-dire ce qu'on pourrait dire l'effet papillon. Comment est-ce que la guerre en Irak va tout d'un coup changer le positionnement des pays, et notamment à l'ONU, contre la Grande-Bretagne? Comment est-ce que le Brexit, vous le dites encore là, va ruiner l'image de la Grande-Bretagne? Comment est-ce qu'en effet, comment contrer Poutine quand Poutine dit « mais regardez ce qui se passe au Chagos ». Tout est lié. C'est aussi pour ça que vous avez voulu revenir à l'histoire de la décolonisation depuis la Charte de l'Atlantique? En fait on le sait tous dans nos vies de famille, dans notre enfance, dans nos histoires avec nos amis, que chaque acte, chaque chose qu'on fait peut avoir des conséquences inattendues. Et on ne sait pas exactement quelles seront les conséquences. Par exemple, quand M. David Miliband a annoncé en 2009-2010 la création d'un aire de protection de l'environnement autour des Chagos, je pense que jamais il n'aurait imaginé que l'effet de ces décisions est de créer ce catastrophe au niveau des relations publiques du Royaume-Uni, que c'est cette décision qui va déclencher le fureur du Premier ministre mauricien qui va chercher des avocats pour leur assister à changer la chose. Alors, cet effet inattendu se place néanmoins dans un contexte où il y a eu une longue continuité. Je reviens à votre première question. Les Chagossiens n'ont pas cessé de battre pour une seule seconde depuis 50 ans. Et je dois être très clair là-dessus. Dans le livre, je le dis beaucoup plus clairement, je pense. Ce n'est pas nous, les avocats, qui ont gagné cette affaire. C'est les Chagossiens. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, comme je mentionne dans la pièce ici, mais aussi dans le livre, ils ont lutté pendant 2 décennies devant les tribunaux britanniques. Finalement, ils ont perdu. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont obtenu de la documentation par voie d'un processus anglo-saxon qui s'appelle le discovery, les documents secrets. Dans un procès, on a le droit de demander ça. Et c'est avec ces documents que les Chagossiens ont obtenu, pas nous, que la Cour internationale de justice a pu conclure que la population mauricienne n'a pas volontairement consenti à la coupure de son État. C'était une sorte de duress, comme on dit en anglais. Et deuxième aspect, et là c'est très clair dans la pièce mais aussi dans le livre, le moment clé dans l'affaire, c'est l'apparition de Mme Lisby-Élysée devant la Cour. 3 minutes, 47 secondes. Ça dure que ça. Et c'est bouleversant. Et on l'a tous su. Au moment qu'elle a parlé, on savait que les choses changeaient. C'était comme on est dans un théâtre ou dans un concert ou un opéra ou quelque chose. Il y a ces moments très rares, quand il y a un silence dans la salle, un lien entre ceux qui sont en scène et le public qui vient. Et ça s'est passé comme ça dans la Cour internationale de justice. Alors, en fait, c'est la certitude des Chagossiens pendant 50 ans qui a mené finalement à cette situation, à mon avis. Alors, il y a quand même aussi votre intervention, votre combat. Vous représentez l'île Maurice. Alors, vous êtes tout de même britannique, et pourtant, vous choisissez d'endosser le combat des Chagossiens. Vous n'avez aucun lien avec l'île Maurice, a priori, j'imagine. Pourquoi ainsi endosser un combat qui ne vous est pas lié de manière intime? Je dois déclarer, là, je n'avais pas de contact avec l'île Maurice. Quand le Premier ministre m'a appelé la première fois, je n'étais pas loin d'ici, je faisais du ski à Voriaz, et il y avait un coup de téléphone et un numéro que je
connais pas plus de 130, alors je suis un peu curieux, je suis sur le télésiège et j'avais un peu peur de perdre mon téléphone. Mais c'était le bureau du Premier ministre, c'est ce que je peux lui parler, et je ne savais même pas où c'était le Chagos. Diego Garcia, je savais ce que c'était. Tout ça, ça a mené en fait que je suis maintenant non seulement de nationalité anglaise et française, mais aussi mauricien. Pourquoi mauricien? À cause du Covid. L'affaire dont on mentionne dans le livre et ce soir, on a eu un processus devant le tribunal de Hambourg et on a eu une phase orale à Hambourg, plein au milieu de Covid, et les règles allemandes étaient très très fermes. On ne pouvait pas rentrer sans faire 2 semaines de confinement. Moi, je n'allais pas faire 2 semaines de confinement pour 3 jours de plaidoirie. Alors, ils ont cherché les règles, ils ont trouvé une règle qui dit « Ah, les diplomates peuvent rentrer sans confinement. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir un passeport diplomate mauricien ?» Je dis « Pourquoi pas ouais. ?» Ils ont cherché les règles en île Maurice et ils ont découvert que, finalement, pour avoir un passeport diplomate de Maurice, il faut être mauricien. Alors, ils m'ont offert la nationalité mauricienne, moi et un de mes collègues, et maintenant j'ai 3 nationalités. Je pensais que j'allais renoncer à cette nationalité, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. Tout ça, ça s'est passé autour de mes 60 ans. Et quelques semaines après recevoir la nationalité mauricienne, je reçois une lettre de l'île Maurice, du Port-Louis, en me disant que je peux prendre, j'ai droit, parce que j'ai arrivé à l'âge de prendre la retraite, j'ai droit à une somme de 9 000 roupies par mois. J'ai refusé. Mais revenons à votre question, là, je dois vraiment dire que j'ai un très grand respect pour le Royaume-Uni, parce que j'ai agi plusieurs fois contre celui de mes propres pays, et jamais j'ai eu de problème. En fait, les Britanniques respectent le fait de l'indépendance de la profession de barrister, et j'ai plein d'amis dans le Foreign Office, conseil juridique, et je n'ai jamais eu de problème. Par contre, mon autre pays de nationalité, la France, ça ne se fait pas. Un Français ne plaide pas devant la Cour internationale de justice contre la France. Je l'ai fait en 1995, et je ne suis pas le seul. Et le Quai d'Orsay n'a jamais oublié ce fait et essaye de me punir, même à ce jour-là, 25 ans plus tard, pour ce fait. Et c'est pour cette raison-là, en fait, que j'ai mis dans le livre un petit passage que vous avez peut-être vu, où je raconte l'histoire du juge français dans ce processus de la vie consultative. Bon, je suis anglo-saxon, barrister, et on a cet esprit d'indépendance dans notre pratique. Dans cet avis consultatif d'égalité des armes nucléaires en 1995, j'ai été le conseil pour le Samoa et les îles Salomon. Et c'était juste au moment où le président Chirac a annoncé que la France allait recommencer les essais nucléaires dans le Pacifique du Sud. Et l'Attorney General du Samoa a commencé son discours à la Cour en disant vraiment, on est outragé dans notre pays par cette décision de la France. Et à ce moment-là, j'ai vu, et les autres ont vu, le juge français, qui parle couramment l'anglais et comprenait tout, très ostentatieusement enlever ses casquettes pour écouter, les mettre sur la table et plier ses bras comme ça et faire semblant de ne plus écouter. Bon, dans mon tradition anglo-saxon, ça ne se fait pas. Mais aussi, ce qui ne se fait pas, c'est un professeur de droit international écrire de ça dans son livre. Parce que c'est un des secrets, il ne faut pas dire des choses comme ça. Et je me suis dit non, je m'en fous complètement. Parce que j'ai écrit ce livre aussi pour que mes étudiants et les autres étudiants comprennent vraiment comment marche le droit. Pas dans les livres de l'université, mais vraiment comment ça marche. Et ça revient à un thème absolument central dans tous mes écrits, Retour à Lemberg, la filière, la dernière colonie, le rôle clé des individus dans toute décision. Ce n'est pas les États
qui ont créé l'idée, le concept de crime contre l'humanité au génocide. C'est des individus. Ce n'est pas des individus, des États qui ont lutté pour les Chagossiens. C'est les Chagossiens. C'est les juges qui décident en tas d'individus. Et c'est le rôle d'individus. Ça, c'est l'aspect clé dans tous mes écrits. Et à l'inverse aussi, parce que vous mettez un point d'honneur à citer tel ambassadeur britannique, tel avocat britannique, qui va au contraire aggraver le cas des Chagossiens. Et vous mettez leur nom, parfois c'est... Pas toujours leur nom. Je fais très attention à certaines situations. Par exemple, l'ambassadrice britannique, qui a cette distinction entre autodétermination pour les Malouines et pour les Chagossiens. C'était épouvantable. Tout le monde dans la salle a compris ce qu'elle disait. Mais c'est une bonne personne. Et elle avait des instructions de Londres. Elle disait ce qu'on lui avait dit de dire. Elle ne parlait pas de sa propre voix. Ce n'était pas elle, l'individu, qui parlait. C'était elle, ambassadrice du Royaume-Uni. Et donc, je n'ai pas mis son nom. Alors, la façon dont on joue ce rôle est quand même important. Mais chaque juge, oui, absolument. En fait, je n'ai pas mis le nom du juge français, j'aurais pu le faire, mais j'ai décidé de ne pas le faire. On a retenu quand même que la France s'est abstenue à l'Assemblée générale de l'ONU, ça vous l'écrivez. Mais le juge français a voté pour le Maurice. Et ça, c'est une grande expression d'indépendance, parce que la France aussi a des problèmes avec Mayotte et les Comores et d'autres lieux. Alors pour moi, ça, c'est vraiment une expression d'indépendance par le juge français. Alors, en qualité d'individu. Oui. Il s'exprimait comme juge individuel, pas comme la France. Il y a une phrase que vous citez plusieurs fois qui est celle d'Harold Wilson, donc Premier ministre britannique à partir de 1964, cette phrase terrible, « les effrayer à coups d'espoir ». Ça, c'est quand même peut-être une des phrases les plus terribles de votre livre, et vous l'écrivez plusieurs fois. « Frighten them with hope ». C'est épouvantable. Les Britanniques, ils ont vraiment la facilité avec les mots. Parce que c'est une expression vraiment... C'est très puissant. Hein? Surtout en anglais, « frighten them with hope ». Mais ce n'est pas que ces mots. Il y a d'autres mots qui sont utilisés dans le livre. Par exemple, dans le document de 2009 du Wikileaks, qui a été obtenu par Wikileaks, c'est effrayant qu'un diplomate britannique parle en 2009 des Tarzans et des vendredis. Imaginez-vous ce que ça veut dire. C'est épouvantable d'utiliser ce genre de langage. Et ce qui est frappant pour moi, vous avez réagi à cette phrase « frighten them with hope ». Les gens en Maurice ont réagi avec fureur aux mentions des vendredis, des Tarzans, parce que c'est tellement offensif. Et on revient toujours à l'effet des mots. On est là à Bibliotopia, on se concerne avec les mots, les écrits, les livres, les idées qui sont mis en écrit. Et là, je pense, on comprend vraiment, comme avec le terme génocide, le terme crime contre l'humanité, que les écrits, les mots, les idées qui sont transformées en paroles peuvent jouer un rôle absolument énorme. Moi, je l'ai ressenti, j'en ai parlé ce matin dans la conversation avec Olesya, quand on parlait de l'Ukraine. J'ai écrit un article en 2022, 4 jours après la guerre commence en Ukraine, dans le Financial Times, sur l'idée de créer un tribunal spécial pour crimes d'agression. Et bon, boum, les mots, un article, et l'idée prend racine, et ça va se passer maintenant, il y aura un tribunal. Et ça aussi, encore une fois, on revient à ce thème de bibliotopie. Words really matter. Les mots, ça peut vraiment compter pour quelque chose. Vous écrivez, avec le temps, le sentiment d'injustice a tendance à fermenter. Il faut alors trouver le moyen de le canaliser. C'est à cela que servent les tribunaux. Est-ce que c'est aussi ça qui donne sens à votre travail ? Oui, absolument. Je suis très fier d'être un juriste en droit international, mais, et ça, je ne sais pas comment on traduit ça en français, I am not starry-eyed about international law.
comment on traduit ça? Starry-eyed, d'avoir les étoiles dans les yeux. Oui. Je n'ai pas les étoiles dans les yeux. Vous n'êtes pas un idéaliste. Je suis un peu idéaliste. mais je suis idéaliste, mais je connais la réalité de la chose. Je suis réaliste, idéaliste, réaliste. Et je sais que ça va prendre du temps. Dans mon domaine du droit international, il y a eu un moment clé, révolutionnaire en 1945. On a parlé en scène là, avec la Charte atlantique, les Nations unies, l'idée que tout être humain a des droits minimums au niveau du droit international. Ça, c'est des idées révolutionnaires. C'est la première fois dans l'existence de l'être humain que le souverain, l'empereur, le président, le premier ministre est soumis à un droit plus haut. Et on voit en ce moment les conséquences. Les États qui sont en train de lutter contre ça. M. Trump avec Make America Great Again, M. Johnson avec Brexit, Poutine, la Chine. On voit ce qui se passe en ce moment avec cette idée. Il faut vraiment défendre cette idée, à mon avis. Mais c'est un projet à très très long terme. C'est un projet qui va durer non seulement des décennies, mais des siècles. Et on est tout au début de ce grand projet. Alors oui, je milite pour ça, mais je suis reconnaissant aussi de la réalité de la situation et de notre situation. Mais il faut continuer. Et parfois, on vit des moments remarquables. Ce moment, en février 2019, quand la Cour de justice à La Haye a statué pour le Maurice et pour le Chagossien. C'était un de mes plus grands moments de ma vie, à côté du moment où le Chambre de Lords, en 1998, a statué contre l'immunité de M. Pinochet pour crimes contre l'humanité, torture, etc. Alors, il y a assez de moments clés comme ça qui peuvent maintenir un sens de petit optimisme. Vous dites que cette décision, c'est aussi la fin de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire de cette puissance britannique. Hein. Donc, c'est aussi un effet positif, mais du déclin de ces grandes puissances. Vous parlez de la Grande-Bretagne, ça pourrait être la France. Oui, la France est très inquiète parce que les deux États sont pays membres permanents du Conseil de sécurité. Je dois dire, c'est un peu ridicule en 2023 que ces deux pays sont membres permanents. Mais pour le Royaume-Uni, après le Brexit, c'est la chute totale. Je dis ça avec une grande tristesse parce que je pense que le Royaume-Uni peut continuer à jouer un rôle important, mais c'est catastrophique. Et on l'a vu, et je le décris dans le livre, à ce moment clé en 2017, avec ce vote entre l'île Maurice, population 1 million, contre le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est vraiment David et Goliath. À vrai dire, on ne s'attendait pas à ce résultat. Et le Brexit a tout changé. Les 27 autres pays de l'Union européenne ont dit « Plus notre problème, vous êtes tout seul, on ne fait pas de lobbying pour vous, vous êtes tout seul. » Et c'était catastrophique pour eux. Et j'écris dans le livre, quand j'étais à La Haye, à New York, dans le salon d'Indonésie, pour faire du lobbying pour la résolution, pour envoyer les deux questions à la Cour internationale de justice, je me sentais vraiment tiré dans deux sens différents. C'est quand même le pays où j'habite, c'est quand même un pays pour qui j'ai un grand amour. Par contre, j'avais à ce moment-là un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Boris Johnson, un homme absolument épouvantable, misogyne, raciste, narcissiste, vraiment, et je le connais depuis 35 ans. Hein. Il était marié avec une amie très proche à moi. Je le connais très, très bien. Alors je me trouve aux Nations Unies. C'est un homme, ce ministre des Affaires étrangères, encore une fois, les mots comptent beaucoup, qui était aussi journaliste, qui écrivait dans ses articles dans le Daily Telegraph, un journal de droite, avant qu'il est vraiment devenu ministère et Premier ministre. Il écrivait des articles. Et dans un des articles, il décrit les gens en Afrique
il le décrit comme Pickaninnies with watermelon smiles. C'est atroce. Bon, pour les lecteurs du Daily Telegraph, c'est marrant, c'est sympa, c'est drôle, c'est bien, mais pas à New York. Et quand on est ministre des Affaires étrangères, quand on a écrit des articles comme ça, les gens lisent tout, partout dans le monde. Alors, Boris Johnson nous a beaucoup aidés dans cette vote. Chaque fois qu'on mentionne Boris Johnson, il y a mention de Boris Johnson, les gens disent non, on vote avec vous, on est avec vous, on n'est pas pour ça. Et il y a une sorte quand même de tristesse. Comment est-ce que ça s'est pu arriver que le Royaume-Uni peut avoir un ministre des Affaires étrangères et puis un Premier ministre comme ça? C'est dramatique. Bon, je pense que ça a changé maintenant. Je pense que ça remonte encore une fois. Je ne suis pas de la même politique du Premier ministre, mais he's a grown-up, au moins. C'est quelqu'un de beaucoup plus sérieux et c'est quelqu'un qui est en train de réparer les choses avec l'Union européenne, avec les pays européens. Alors on revoit, il y a un changement de direction, mais quelle tristesse pour les derniers 5 ans. Alors, est-ce qu'il y a parmi vous des questions pour Philippe Sands? On ne voit rien. Non. On ne sait pas si vous avez des questions. Ah. Il y a un là, Madame au premier rang, je crois. Il y a Madame ici. Monsieur. Je voulais demander si il y a certainement d'autres États dans la même situation que les... Comment j'ai oublié maintenant? Les Chagos. Les Chagosiens. Ouais. Les Chagosiens. Et est-ce que ça ferait jurisprudence pour eux maintenant, le jugement Alors, de la haie qui était favorable? Ouais. Non, je comprends tout à fait. C'est important, votre question. Alors, avant le 19 février, on disait à tout le monde, non, aucun précédent, aucun effet. Pourquoi est-ce qu'on a dit ça? Parce qu'on savait que pour les juges à la Cour internationale à La Haye, pour ces juges, il fallait vraiment argumenter que c'est un cas unique, particulier. Il n'y a pas d'autres cas comme ça. Et en certains aspects, c'est vrai. On ne connaît pas d'autres histoires, à part peut-être Mayotte et les Comores, où un parti du État a été coupé avant son indépendance. Mais par contre, l'idée d'une population qui cherche l'autodétermination, on savait très bien que si la Cour prend la direction qu'elle a prise, qu'il y aura d'autres questions. Et bien sûr, le 30 décembre dernier, il y a le premier, je suppose, de plusieurs copycat résolutions en ce qui concerne la Palestine et l'autodétermination de la population palestinienne, surtout, mais pas seulement, dans les territoires occupés. Et il y a d'autres pays maintenant. La façon dans laquelle ça marche, c'est que l'ambassadeur du Maurice reçoit des gens qui disent « Ah, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait, comme ça on peut... » Et bien sûr, il y a pas mal d'exemples. Et on va voir ce que ça va donner. On va voir. Mais ce qui est très important avec cette décision, cet avis consultatif de la Cour internationale de justice, c'était clair et c'était net. Il n'y avait pas d'ambiguïté. Et c'est contraignant. C'est contraignant aux Nations Unies, mais pas contraignant aux États. Mais ça, déjà, ça a un effet. C'est un effet important. Mais c'est un effet important. Alors, par exemple, avec l'avis consultatif et avec la résolution de l'Assemblée générale qui accepte l'avis consultatif, tous les agences spécialisées des Nations unies doivent maintenant suivre la décision. Alors, on a commencé une stratégie d'aller envers tous les agences spécialisées des Nations unies. On a commencé avec le Food and Agriculture Organization pour la pêcherie dans l'océan Indien. Mais le deuxième, on a choisi avec grande précision, c'est en anglais The Universal Postal Union. Comment on traduit ça, The Universal Postal Union? L'organisation des timbres. C'est à Genève. Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'on sait que les Britanniques sont très attachés à leurs timbres.
Alors, on est allé au Universal Postal Union demander une résolution que les timbres du British Indian Ocean Territory ne soient plus respectés dans le monde entier. Et on l'a obtenu. C'est la première résolution, et ça a eu un effet dramatique. Et je sais que ça a eu un effet dramatique. Je ne suis pas collectionneur de timbres, mais il y a un magasin à Londres qui est très, très connu pour vous qui connaissez les timbres, qui s'appelle Stanley Gibbons. Et j'étais juste récemment, il y a un mois, sur The Strand, et avec l'ambassadeur de l'île Maurice, on passait Stanley Gibbons, et on est rentré, et assez méchamment, on a dit est-ce qu'il y a des nouveaux timbres du British Indian Ocean Territory? Et le monsieur qui avait 80 ans, qui spécialise dans les timbres de partout, il dit non, c'est fini. Résolution du Universal Postal Union, il n'y aura plus de timbres. C'est fini. Alors, c'est petit à petit comme ça. Et ça a eu son effet. Mais le plus important, c'était que c'était finalement contraignant pour le tribunal du droit de la mer. Ça, c'était un moment absolument clé. Et dans 2 semaines, 3 semaines, le tribunal va statuer, va délimiter la frontière maritime entre Maldives et Maurice Chagos. Et pour le Royaume-Uni, c'est fini, c'est complètement fini. Alors ça, là, ça a eu un grand effet, un très grand effet. Une autre question? Il y avait quelqu'un là, je pense. Merci. C'est une question d'histoire, en fait. J'ai été frappé, une fois, j'étais à un meeting aérien à Muret, à Toulouse, et il y avait des démonstrations d'avions militaires qui passaient, en particulier des avions américains. Et des étudiants de Toulouse, en aéronautique, disaient c'est quand même scandaleux ce que les Américains ont fait au Vietnam. C'est honteux, honteux. J'étais derrière eux. Je me suis permis de leur rappeler que les Français y avaient bien participé avant d'être relayés par les Américains. C'est une question qui m'a toujours travaillé quand on est pris dans un pays, dans un système. Qu'est-ce qu'on ferait nous-mêmes si on était pris dans un mouvement comme celui des nazis en France, comme celui des Russes qui sont obligés de suivre actuellement le mouvement et qu'on n'a pas d'autre moyen que d'aller en prison. Ce qui m'est arrivé en Suisse, d'ailleurs. Ben, je crains qu'on arrive dans plusieurs pays à ce moment. On voit très bien ce qui se passe en Russie en ce moment. D'exprimer une perspective, une opinion, des paroles qui vont contre ce qui se passe, et on est en prison. Ça y est, c'est très clair. Et je connais des gens qui sont en prison aujourd'hui simplement à cause de leurs mots, à cause de leurs paroles. Moi, j'ai traité de cet aspect, j'ai réfléchi là-dessus en écrivant Retour à Lemberg. C'est très délicat de savoir qu'est-ce que moi j'aurais fait en 1939. Qu'est-ce que moi j'aurais fait en France en 1939. Mon grand-père, qui est arrivé en France en 1939, de Vienne, en Autriche, juif. Les nazis arrivent à Paris en juin 1940, il y a une occupation. Les nazis créent une organisation juive, et cette organisation juive, l'UGIF, travaille avec les Allemands. Et dans leur travail, ils partagent les noms, les adresses, et je leur montre le truc. Qu'est-ce que moi j'aurais fait? Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne peux pas critiquer parce que je ne sais pas, moi, ce que j'aurais fait. Je pense que c'est... it's a matter of individual conscience. Dans chaque moment. Moi, heureusement, je n'ai jamais vécu ce moment. Le plus proche, c'était en Angleterre, en début 2003, avec l'Irak, où on nous a demandé de porter notre appui. Bon, il n'y avait pas de courage de ma part, on était des millions à être en opposition. Ce n'est pas dur quand il y a des millions dans un pays où on a le droit de s'exprimer. Mais qu'est-ce que moi je ferais en Russie aujourd'hui? Je reste? Je pars?
je ne peux pas vous dire, j'espère que j'agirai correctement. Mais on ne peut pas savoir comment on agit juste au moment où on vit ce qui se passe. Et donc, avec le passage de l'histoire dans mes livres, j'essaie de ne pas critiquer les individus, mais d'attirer l'attention à des décisions prises. Je l'ai fait ce soir, vous avez entendu. Dans la documentation qui a été obtenue par les Chagossiens, on a pu lire les conseils juridiques qui ont été écrits par les avocats britanniques en 1965. Et il y avait deux écoles de pensée. Il y avait un qui disait « on ne peut pas faire ça ». Et il y a un autre qui dit « oui, on peut faire ce qu'on veut ». Celui qui a dit « oui, on peut faire ce qu'on veut », je le connais. Il est décédé, en fait, il y a 2 ans, mais c'est un juriste en droit international qui a écrit plusieurs livres, et j'ai mis son nom dans le livre, Tony Aust. A-U-S-T. Pourquoi? Parce que vous, les lecteurs, peuvent venir à votre opinion de ce qu'il a fait et de ce que l'autre a fait, M. Henry Darwin. Moi, j'espère que j'aurais fait comme M. Darwin, pas comme M. Aust. Mais est-ce que je peux dire avec certitude que c'est ce que j'aurais fait? Absolument pas. J'espère que j'aurais agi correctement, mais on ne sait pas comment on agirait. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question, madame? Merci. Nous avons parlé de l'Ukraine, donc je voulais juste prendre cette opportunité, en fait, pour savoir, par rapport à votre expertise, bien sûr, dans la loi internationale, est-ce que Poutine va être jugé réellement et prosécuté par rapport à ce qui s'est passé, ce qu'on sait maintenant, par rapport à la dernière décision, à la base de la loi internationale? Est-ce qu'il y a vraiment des chances que ça... Est-ce qu'il y a des chances que M. Poutine sera un jour devant la justice? Bon, encore une fois, on ne sait pas. Quand on me pose cette question, je reviens à 1942, le 13 juin, je pense, à Londres, le palais de St. James, où une douzaine de leaders de gouvernement en exil se sont rencontrés pour adopter ce qui s'appelle la Déclaration de St. James, the Declaration of St. James, où ils annoncent l'idée qu'après la guerre, il y aura une procédure pour inculper, etc., les grands nazis. Et à ce moment-là, c'était mené en fait par Charles de Gaulle et par les autres leaders. Les gens disent oui, c'est une très bonne idée, mais jamais ça va avoir lieu. Mais une chose mène toujours à une autre chose. Et on ne sait pas ce qui va se passer. C'était la même chose avec Milosevic. En 1995, les gens ne pensaient pas jamais que M. Milosevic sera devant le tribunal de La Haye. Alors, ça paraît improbable, on doit le dire, mais pas impossible. Et c'est entre improbable et impossible que la réalité va se jouer. Et on ne peut pas savoir. Ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, on doit rester sur nos principes et on doit procéder, si on est attaché à l'idée de l'état de droit, à reconnaître que la guerre lancée par M. Poutine est manifestement illégale, à mon avis, crime d'agression. Et pour moi, ce n'est pas acceptable d'avoir une situation où la Cour pénale internationale, le tribunal pénal international, procède simplement avec crimes de guerre et crimes contre l'humanité, contre les petits, et les plus grands s'évadent complètement de la justice internationale. Il faut mettre l'accent sur ceux qui sont le plus responsables pour ce qui se passe. Et c'est une douzaine de personnes qui siègent à Moscou qui sont responsables. Mais on doit aller aussi plus loin, on doit reconnaître aussi que l'hypocrisie et les doubles standards nous mènent dans une situation très difficile. Et pour moi, la guerre en Irak aussi était manifestement illégale, contre le droit international. Le Deputy Legal Advisor du Foreign Office a démissionné
en mars 2003, elle ne pouvait pas faire partie d'une agression, des actions qui allaient jusqu'au niveau de crimes d'agression. Et si ces ouvertures contre M. Poutine mènent aussi à des ouvertures envers M. Blair et M. Bush, ben c'est comme ça. Ça doit se passer comme ça. On doit appliquer également le droit international. On ne peut pas choisir ce qu'on n'aime pas et dire oui, pour eux, on va avoir le droit, mais eux, bon, c'est les nôtres. Et c'est pour cette raison-là que la France, le Royaume-Uni et les États-Unis sont très inquiets à ce moment-là. Ils ont dit oui, bon, on peut vivre avec un tribunal, mais ça dépend quel tribunal exactement, parce que tout le monde comprend très très bien, si on crée un tribunal spécial pour crimes d'agression aujourd'hui pour la Russie, pourquoi on ne peut pas le faire demain pour le Royaume-Uni, les États-Unis, la France? Absolument, on peut le faire. C'est clair, il y a un précédent, c'est clair. Et on doit être honnête et reconnaître ça et continuer, à mon avis. Et bien, sur cette belle promesse, on va peut-être écouter un peu de musique. Un peu de musique. Oui, on va finir avec juste une petite pause. Je vais inviter, s'il est là, je ne sais pas où il est là. Oui, il est là. Juste inviter Guillaume pour finir avec quelque chose qui peut nous emmener un peu dans le calme, dans un bon esprit, passer un bon week-end, pas trop sérieux, pas trop grave. Il est classiciste et pianiste de jazz. Je n'ai aucune idée de ce qu'il va jouer. Ça sera improvisé en réaction à ce qu'il a entendu dans les dernières 30 minutes et ce soir. Alors, à toi, Guillaume de Chassis.